Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Deux soldats tchadiens de la force du G5 Sahel tués dans le centre du Mali. Leur véhicule a sauté jeudi sur un engin explosif. Manifestation anti-ONU en République démocratique du Congo. Une personne a été tuée ce jeudi dans l'est du pays. Et puis présidentielle au Tchad, les résultats partiels annoncés par la commission électorale, le taux de participation estimé à 65,7%. Les résultats définitifs sont attendus d'ici le 25 avril prochain. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Deux soldats du bataillon tchadien de la force anti-djihadiste du G5 Sahel, envoyés en février dans la zone des trois frontières, ont été tués jeudi dans le centre du Mali. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif. Les précisions. La force du G5 Sahel a perdu 2 de ses soldats jeudi dans le centre du Mali. Un véhicule des éléments de l'armée tchadienne a sauté sur un engin explosif, tuant 2 soldats tchadiens, a déclaré Mahmad Saleh Anadif, le chef de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA. Ces 2 soldats font partie des 1200 éléments envoyés dans le cadre du G5 Sahel aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, a-t-il précisé, en référence à la force conjointe anti-djihadiste constituée par l'organisation régionale G5 Sahel qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Le bataillon de la force G5 Sahel, auquel appartiennent les 2 militaires tchadiens, le seul à être déployé en dehors de ses frontières nationales, est basé à Terra, ville du sud-ouest du Niger. Plusieurs semaines après son arrivée dans la zone, des cas de viol sur les populations civiles ont été imputés à des soldats tchadiens, dont 1 sur une mineure et 2 sur des femmes mariées en présence de leurs époux sous la menace d'armes à feu, selon la force conjointe et le gouvernement tchadien. Le 2 avril, 4 casques bleus tchadiens ont été tués et une quinzaine blessés dans une attaque djihadiste contre le camp de la MINUSMA à Aguelok, dans le nord-est du Mali. Le pays est en proie depuis 2012 à une poussée djihadiste partie du nord du pays qui l'a plongé dans une crise sécuritaire et s'est étendue au centre du pays. Les violences se sont également propagées au Burkina Faso et au Niger voisin. Toujours dans cette édition, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, 78 ans, est rentré au pays jeudi, 2 semaines après son départ pour Londres. Il s'y était rendu pour des raisons médicales, ont annoncé ses conseillers. Le président Muhammadu Buhari est revenu à Abuja jeudi après-midi, après un voyage privé à Londres, écrivait Bachir Ahmad, l'un de ses porte-paroles. Fin mars, l'équipe du président avait annoncé ce voyage de 2 semaines pour une visite médicale de routine dans la capitale britannique. Son départ avait déclenché une vive polémique dans le pays le plus peuplé d'Afrique, où le système de santé est défaillant, avec moins de 42 000 médecins pour 200 millions d'habitants et des hôpitaux délabrés. L'état de santé de l'ancien général a été un sujet de débat lors de la dernière campagne électorale en 2019, l'opposition affirmant qu'il n'était pas physiquement en état de gouverner. 1 an après sa première élection, entre mai 2016 et la mi-2017, Muhammadu Buhari avait séjourné à plusieurs reprises à Londres, où il avait reçu des soins pour une maladie dont la nature n'a jamais été révélée. Le président avait seulement déclaré n'avoir jamais été aussi malade de sa vie et avoir subi plusieurs transfusions sanguines. Il a depuis effectué plusieurs voyages à Londres pour des raisons personnelles ou des visites médicales. L'ancien parti au pouvoir au Malawi, le Parti démocratique progressiste, a demandé jeudi que le président Lazarus Chakwera quitte ses fonctions. C'est suite à la dissolution de la commission électorale du pays. Lazarus Chakwera a révoqué cette semaine
l'ensemble des commissaires électoraux du Malawi au motif qu'ils ont été déclarés incompétents par la Cour constitutionnelle. Suite à la présidentielle de mai 2019, entachée d'irrégularités et dont les résultats avaient finalement été annulés et le scrutin réorganisé en juin 2020, la Cour avait fustigé la commission électorale pour sa gestion calamiteuse du vote. À l'issue du second scrutin, Chakwera avait finalement été déclaré vainqueur devant le leader du DPP, Peter Mutharika. Chakwera n'est plus légitime car le scrutin qu'il a mis au pouvoir a été présidé par un organe non constitutionnel, estime désormais le DPP. Le parti explique dans un communiqué que la décision de dissoudre la commission invalide toutes ses décisions, y compris la déclaration de victoire de Chakwera. Il appelle les tribunaux, lorsqu'ils seront saisis, à annuler l'élection du docteur Lazarus Chakwera et de son vice-président, le docteur Solos Chilima. Selon un analyste sud-africain, il y a peu de chances que la dissolution de la commission électorale entraîne le président du Malawi à quitter ses fonctions. S'il était confirmé par la Haute Cour que la révocation des commissaires est valide, cela ne pourrait avoir aucun impact sur l'élection présidentielle, a-t-il affirmé à l'AFP. Les nouveaux commissaires électoraux au Malawi n'ont pas encore été désignés. Au Tchad, la commission électorale a annoncé des premiers résultats partiels pour l'élection présidentielle. En ce qui concerne les résultats définitifs, ils sont attendus d'ici le 25 avril prochain. Ce scrutin devrait déboucher sur un 6e mandat pour le président sortant, Idriss Déby Itno. Après le dépouillement et le décompte des bulletins, la commission électorale du Tchad a annoncé les premiers résultats partiels pour l'élection présidentielle. Mais en raison des longs délais de compilation et d'acheminement des chiffres, les résultats provisoires ne seront connus que le 25 avril prochain. Nombre d'inscrits, 167 312. Nombre de votants, 108 865. Bulletins nuls, 1658. Taux de bulletins nuls, 1,52%. Suffrage exprimé, 107 207. Taux de participation, 65,7%. Les observateurs de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de l'Organisation de la coopération islamique se sont dit mardi satisfaits de la présidentielle qui promet un 6e mandat à Idriss Déby Itno qui dirige le pays depuis 30 ans. Aucune des missions des 3 organisations internationales n'a évoqué les violences des forces de l'ordre contre l'opposition qui réclamait une alternance du pouvoir. Ces violences ont été dénoncées notamment par Amnesty International, Human Rights Watch et le secrétariat général des Nations Unies. Elles ont poussé 3 candidats de l'opposition à renoncer à concourir au motif que l'utilisation excessive de la force publique contre l'opposition serait de nature à compromettre la crédibilité du scrutin, a toutefois observé l'ancien Premier ministre togolais Komi Selom Klassou, qui dirigeait les observateurs de l'Union africaine. Mais leur retrait n'a pas eu d'incidence sur la poursuite du processus électoral. Et le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère pacifique et de manière satisfaisante, a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse conjointe. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, plus précisément dans l'est du pays, une personne a été tuée ce jeudi. C'était lors d'une nouvelle manifestation dénonçant l'inaction de la mission des Nations Unies face au massacre de civils dans la province du Nord Kivu. Les détails. Selon des sources locales, un jeune homme a trouvé la mort lors d'une manifestation interdite à Oicha, en territoire de Béni. Une balle de la police l'a atteint au niveau de la tête et il est mort sur le champ, a détaillé Lewis Saliboko, président de la société civile d'Oicha. Les manifestants dénonçaient l'inaction de la mission des Nations Unies MONUSCO face au massacre de civils dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur de province a interdit en début de semaine toute manifestation, alors qu'une dizaine de personnes ont péri lors de ces rassemblements au Nord Kivu, depuis le lancement de cette mobilisation le 5 avril dernier, marquée notamment par une grève générale dans plusieurs villes. En séjour à Béni, la chef de la MONUSCO, Bintou Keita, a mis en garde contre les menaces, les intimidations et la violence,
qui sont inacceptables et dans un état de droit susceptibles de poursuites judiciaires. Elles sont non seulement inacceptables mais totalement contre-productives, a-t-elle ajouté. Bintou Keïta a également affirmé que chaque Congolais est libre de critiquer la MONUSCO, d'estimer que cette dernière ne remplit pas son rôle et de demander au gouvernement son départ. Selon l'Église catholique, le territoire de Béni est le théâtre de violences qui ont fait plus de 6 000 morts depuis 2013. Et puis le climat tendu entre les États-Unis d'Amérique et la Russie vient d'être corsé par de nouvelles sanctions américaines. Institutions et personnalités sont visées. La Russie entend répliquer. Reportage. Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé jeudi une série de sanctions financières contre la Russie et l'expulsion de 10 diplomates russes en réponse à des cyberattaques et des ingérences dans l'élection présidentielle de 2020 attribuées à Moscou. Le président des États-Unis a signé un décret qui permettra de punir à nouveau la Russie de manière à engendrer des conséquences stratégiques et économiques si elle continue ou favorise une escalade de ses actions de déstabilisation internationale, a prévenu la Maison-Blanche dans un communiqué. Dans le cadre de ce décret, le Trésor américain a interdit aux institutions financières américaines d'acheter directement de la dette émise par la Russie après le 14 juin prochain. Il sanctionne également 6 sociétés technologiques russes accusées de soutenir les activités cyber du renseignement de Moscou. Il s'agit d'une riposte à la gigantesque cyberattaque de 2020 ayant utilisé comme vecteur SolarWinds, un éditeur américain de logiciels dont un produit a été piraté pour introduire une faille chez ses utilisateurs, y compris plusieurs agences fédérales américaines. L'administration Biden accuse formellement la Russie d'être responsable de cette attaque, comme elle l'avait déjà laissé entendre. Par ailleurs, le Trésor sanctionne 32 entités et personnes accusées d'avoir tenté, au nom du gouvernement russe, d'influencer l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis, selon la Maison-Blanche. Suite à ces sanctions, la diplomatie russe est montée au créneau. Les États-Unis ne sont pas prêts à accepter la réalité objective d'un monde multipolaire sans hégémonie américaine. Ils misent sur les sanctions et l'ingérence dans nos affaires intérieures. Un tel comportement agressif recevra une forte riposte. La réponse aux sanctions sera inévitable. Washington doit comprendre que le prix de la dégradation des relations bilatérales devra être payé. La responsabilité de ce qui se passe incombe entièrement aux États-Unis. Dans la foulée, l'ambassadeur américain a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.